Vous savez comment c'est, nous vivons dans un monde de tissus qui tombent simplement en morceaux, de vêtements qui deviennent obsolètes en une saison, destinés à une décharge avant même d'être vraiment portés. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'entre 1000 et 400 après JC, les artisans européens créaient des textiles si durables, si exquis, que les machines modernes ne peuvent toujours pas tout à fait reproduire leur qualité? Ce sont les techniques textiles du haut Moyen-Âge auxquelles, d'une certaine manière, l'industrie moderne est allergique, et ce ne sont pas les secrets d'une machine perdue ou d'une formule chimique oubliée, ce sont les secrets du savoir-faire humain, de la patience et d'une connexion étrangement profonde avec le matériau, et dans cette vidéo, nous allons les découvrir non pas en lisant un livre, mais en les vivant. Nous partons en voyage d'une poignée de toisons brutes et graisseuses jusqu'à un morceau fini de tissu tissé à la main, en utilisant les méthodes exactes qui ont créé des légendes. Et il ne s'agit pas seulement de fabriquer quelque chose d'ancien. Il s'agit d'entrer dans un état d'esprit qui a été presque totalement effacé par le rythme implacable de la production industrielle. C'est une quête pour comprendre ce que nos ancêtres savaient sur la qualité que nous avons oubliée. Et c'est le problème avec notre monde moderne, n'est-ce pas? Nous sommes totalement déconnectés. Nous achetons des vêtements sans savoir d'où vient la fibre, qui a filé le fil ou quel genre de trucs bizarres sont entrés dans leur fabrication. Le résultat est un produit bon marché, jetable et finalement un peu sans âme. C'est un système construit sur l'insatisfaction, sur des vêtements qui se déchirent et se fanent, nous poussant à simplement acheter plus dans un cycle sans fin. Mais les textiles du haut Moyen-Âge étaient différents. Ils étaient un investissement. Un manteau de laine bien fait de 1200 après JC pouvait durer des décennies, transmis de génération en génération. Maintenant, très peu de ces articles survivent aujourd'hui, mais les fragments que nous trouvons dans les fouilles archéologiques racontent une histoire d'artisanat incroyable. Ils parlent d'une époque où la personne qui fabriquait le tissu le connaissait intimement, depuis le moment où c'était de la laine sur le dos d'un mouton. Notre projet est de recréer un morceau de cette histoire. Nous commencerons par les matières premières, les filerons en fil avec un simple fuseau à main, installerons un métier à tisser, tisserons le tissu, l'imperméabiliserons en utilisant des secrets médiévaux, et même le teindrons avec les mêmes plantes que nos ancêtres auraient utilisées. Chaque étape est un chapitre dans une histoire de connaissances perdues. Nous allons nous salir les mains, nous allons faire des erreurs, et j'espère qu'à la fin, nous aurons quelque chose qui détient la réponse à notre question. Que savait-il que nous avons perdu? Comprendre les fibres. Notre voyage commence non pas avec un métier à tisser, mais avec l'âme même du tissu, la fibre elle-même. Dans le monde du haut Moyen-Âge de 1000 à 400 après JC, vous ne pouviez pas simplement commander un cône de fil parfait. Vous commenciez avec la matière brute et votre compréhension de celle-ci était la fondation de tout le reste. Les trois fibres principales qui habillaient l'Europe médiévale étaient la laine, le lin et la soie, chacune avec ses propres spécialités régionales et applications. La laine était le roi incontesté, surtout en Angleterre, en Flandre et dans le nord de la France, c'était essentiellement le moteur de l'économie médiévale. Mais la laine n'est pas qu'une seule chose. L'Europe médiévale avait des dizaines de races de moutons distinctes, chacune produisant une toison avec des caractéristiques différentes. La laine anglaise des Cotswolds était prisée à travers l'Europe pour sa longueur et sa résistance, tandis que le mérinos espagnol produisait les fibres les plus fines et les plus douces. Après avoir lavé la toison graisseuse et sale dans des ruisseaux ou des cuves en bois, la vraie décision était prise, alliez-vous la carder ou alliez-vous la peigner? Ce choix déterminait tout ce qui suivait. Le cardage était fait avec une paire de planches plates en bois couvertes de crochets métalliques. Vous passiez la laine entre elles, la taquinant en un nuage duveteux et aéré appelé rolag. C'était parfait pour les laines plus courtes et créait ce que les artisans médiévaux appelaient le fil de laine. Quand il était filé à partir de laine cardée, les fibres piègent des tonnes d'air, créant un tissu chaud, pelucheux et épais. Parfait pour un manteau lourd pour se protéger des hivers brutaux du nord de l'Europe. Le peignage, d'autre part, était un processus plus raffiné pour les fibres les plus longues et les plus précieuses. Les peignes à laine sont des outils d'aspect redoutable, comme des brosses géantes pour chiens avec de longues dents métalliques pointues. En tirant la laine à travers ceux-ci, vous alignez toutes les fibres longues parallèlement les unes aux autres et enlevez les morceaux courts et faibles. Cela crée une préparation lisse et dense appelée mèche. Filer cela crée un fil peigné. Il est lisse, solide et a un beau drapé. C'était le fil pour les robes fines et les chausses robustes que les gens médiévaux portaient sous leurs vêtements. Puis il y avait le lin qui poussait particulièrement bien dans les Pays-Bas.
Si la laine était le cheval de bataille, le lin était le symbole de pureté et de propreté. Mais sa sensation propre et nette vient au prix d'une quantité insensée de travail. Pour passer d'une plante de lin à une fibre filable nécessite des mois de travail. D'abord, les plantes sont arrachées, pas coupées, pour obtenir la longueur complète. Puis vient le rouissage, un processus de pourriture contrôlé où les bottes de lin sont submergées dans l'eau ou étalées sur l'herbe pendant des semaines. Après le rouissage et le séchage, le vrai travail commence. Les tiges sont brisées avec un outil en bois appelé broie, puis taillées, battues avec un couteau en bois pour enlever les morceaux cassés. Finalement, les fibres sont peignées en les tirant à travers des lits de plus en plus fins de dents métalliques. Ce n'est qu'alors que vous avez de belles fibres soyeuses prêtes à être filées en fil. Enfin, il y avait la soie, importée à un coût énorme des territoires byzantins et plus tard des régions italiennes productrices de soie comme Lucques. Elle était réservée à la plus haute noblesse et à l'Église. Un manteau doublé de soie était une déclaration visible d'immense richesse. Pour notre projet, nous suivons l'épine dorsale de la production textile européenne médiévale, la laine anglaise. Nous la peignerons pour préparer un fil peigné, le même choix qu'un tisserand de Guilde dans le Londres ou le Bruges médiéval aurait fait pour un tissu de haute qualité. La magie du fuseau. Avec notre laine peignée prête, nous arrivons au premier grand secret que l'industrie moderne craint vraiment. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est si trompeusement simple et totalement irremplaçable. C'est la magie du filage à la main. Aujourd'hui, nous imaginons les rouées des contes de fées, mais pendant la majeure partie du Haut Moyen-Âge, l'outil principal était beaucoup plus ancien, le fuseau à main. Les preuves archéologiques montrent que ces outils simples étaient utilisés à travers l'Europe médiévale de l'Irlande à la Pologne. C'est juste un arbre en bois avec un poids appelé volant. Cet humble outil est un chef-d'œuvre de physique. Le volant agit comme un volant d'inertie, stockant l'énergie rotationnelle d'un pichenet de vos doigts, laissant le fuseau tordre les fibres ensemble pendant que vous vous concentrez sur les tirages. Tout le processus est un rythme de 3 actions, étirer, tordre et enrouler. D'abord l'étirage. C'est la vraie compétence qui sépare un fileur maître d'un débutant. Vous tenez l'approvisionnement en fibres d'une main et tirez doucement un nombre contrôlé de fibres avec l'autre. Trop peu, le fil casse. Trop, c'est un désordre grumelot. C'est une sensation intuitive, une conversation entre vos doigts et la laine. Une machine fait cela avec une précision froide et mathématique, résultant en un fil parfaitement uniforme, mais finalement sans vie. Mais un fileur humain répond à la fibre. Il peut sentir une section légèrement épaisse et étirer un peu plus finement pour compenser. Cela crée un fil avec ce que les sources médiévales appelaient du caractère, une variation douce et organique que les ingénieurs textiles modernes considéreraient comme un défaut, mais ce n'est pas un défaut, c'est la signature d'une main humaine. Cette variation donne au tissu tissé à la main une qualité vivante que le tissu fait à la machine ne peut jamais reproduire. Pendant que vous étirez, le fuseau pend et tourne, et cette torsion remonte les fibres, les verrouillant en un fil solide. La quantité de torsion est critique. Les fileurs médiévaux ont développé une compréhension intuitive à travers des années de pratique. Trop peu de torsion et le fil s'effondre sous tension. Trop et il devient un désordre tordu et métallique impossible à tisser. Voici un autre détail crucial que la plupart des gens ne connaissent pas, la direction de la torsion importe énormément. Vous pouvez filer dans le sens horaire pour ce que nous appelons une torsion Z ou dans le sens anti-horaire pour une torsion S. Les règlements de guilde médiévales spécifiaient souvent la direction de torsion pour différents types de tissus. Pour un tissu solide, vous devez retordre le fil. Cela signifie prendre 2 ou plusieurs fils simples et les tordre ensemble dans la direction opposée. Donc 2 fils simples à torsion Z sont retordus ensemble avec une torsion S. Cela crée un fil équilibré où les forces opposées s'annulent mutuellement, résultant en un fil incroyablement fort et stable. C'était une connaissance fondamentale que chaque fileur médiéval possédait. La dernière étape est l'enroulement. Une fois que vous avez un bras de nouveau fil, vous arrêtez le fuseau, décrochez le fil et l'enroulez autour de l'arbre. Puis vous le raccrochez et continuez. Étirer, tordre, enrouler. Encore et encore. C'est lent. Un fileur médiéval compétent pourrait produire assez de fil pour une tunique simple en plusieurs semaines de travail régulier. Mais dans cette lenteur, vous développez une connaissance intime de la fibre. Les machines à filer modernes sont axées sur la vitesse et la force brute. Elles brutalisent la fibre en soumission avec des milliers de tours par minute et une précision mécanique. Le filage à la main est un partenariat. Le fileur travaille avec la fibre répondant à sa nature.
Cette synergie entre le savoir-faire humain et le matériau naturel est la première et peut-être la plus profonde technique qui ne peut jamais être automatisée. Et c'est exactement cet élément humain qui crée l'âme des textiles médiévaux. Préparez la scène. Notre fil filé à la main à 2 brins est enfin prêt. Maintenant, nous devons le préparer pour la machine qui le transformera de simple fil en tissu, le métier à tisser. Mais avant qu'aucun tissage n'arrive, nous faisons face à l'une des étapes les plus exigeantes de tout le processus, l'ourdissage du métier. Au Moyen-Âge, les tisserands de guildes européens utilisaient des métiers à cadre horizontal avec des pédales, un avancement significatif par rapport aux métiers verticaux antérieurs. Le génie de ces métiers réside dans les lisses, boucles tenant chaque fil de chaîne, et les pédales qui pouvaient soulever des centaines de fils simultanément. Mais d'abord, vous devez habiller le métier, et cela commence par des mathématiques qui défieraient n'importe quel ingénieur moderne. Disons que nous voulons tisser un morceau de tissu de 2 mètres de long et 60 cm de large avec 10 fils par centimètre. C'est 600 fils individuels pour la largeur seule. Chaque fil doit faire environ 2,5 mètres de long pour tenir compte du retrait et des déchets du métier. Vous mesurez cela sur un ourdissoir, enroulant le fil autour de chevilles en bois selon un motif spécifique. En faisant cela, vous devez créer ce qu'on appelle une croisure, un point où les fils passent méthodiquement au-dessus et en dessous les uns des autres de façon alternée. Cette croisure est absolument critique, elle maintient tous les 600 fils dans leur ordre exact. Les tisserands médiévaux savaient que perdre la croisure signifiait perdre des jours ou même des semaines de travail à cause d'un enchevêtrement insurmontable. Une fois mesurés, les fils sont enroulés sur l'ensouple arrière du métier sous une tension parfaitement égale. Puis vient l'étape la plus minutieuse, enfiler les lisses. Vous vous asseyez au métier avec vos 600 fils. Un par un, vous prenez chaque fil dans l'ordre exact et l'enfilez à travers son propre œil de lisse. Pour l'armure toile, vous alternez, fil 1 sur cadre 1, fil 2 sur cadre 2, aller-retour 600 fois. Une seule erreur ici crée un défaut qui se répète à travers toute la longueur du tissu. Après les lisses, chaque fil passe à travers le peigne. Un outil semblable à un peigne qui les espace uniformément. Finalement, vous attachez les extrémités à l'ensouple avant et vérifiez la tension sur tous les 600 fils. Les apprentis de guildes médiévaux passaient des mois à apprendre juste ce processus. Les maîtres tisserands étaient jugés non seulement sur leur vitesse de tissage, mais sur leur capacité à ourdir un métier sans erreur. La préparation prenait souvent plus de temps que le tissage réel, mais c'était la fondation qui rendait tout le reste possible. La danse du tisserand, le métier est habillé. Des centaines de fils s'étendent en ligne parallèle parfaite, un champ d'énergie potentielle attendant d'être transformé. Toutes les semaines de préparation ont mené à ce moment. Maintenant, la danse du tisserand commence. C'est là que l'artisanat médiéval devient de la magie visible. Le processus est un rythme qui devient presque méditatif, une séquence que les tisserands de guildes pouvaient exécuter pendant des heures sans briser la concentration. D'abord, créer la foule. Le tisserand presse une pédale reliée au cadre tenant les lisses. Cela sépare les fils de chaîne en 2 couches, créant une ouverture triangulaire appelée la foule. Deuxièmement, la duite. Le fil de trame est enroulé sur une bobine en bois à l'intérieur d'une navette en forme de bateau. D'un mouvement du poignet pratiqué, le tisserand envoie la navette voler à travers la foule, traînant une seule ligne de fil de trame derrière elle. Troisièmement, le battage. Le tisserand tire un cadre en bois lourd appelé le battant vers l'avant. Le peigne à l'intérieur attrape le nouveau fil de trame et le tasse fermement contre le précédent avec un thunk satisfaisant. Foule, duite, battage. Changer les pédales, duite, battage. Une percussion régulière remplit l'atelier, le son qui signifiait prospérité dans les villes drapières médiévales comme Bruges, Florence et Londres, et pouce par pouce, le tissu grandit à partir de rien. Dans ce rythme simple réside une possibilité infinie. Le motif le plus basique est la toile ou armure toile, une simple grille dessus un dessous un qui crée un tissu solide et polyvalent. Mais les tisserands médiévaux maîtrisaient des motifs complexes. L'armure sergée, caractérisée par des lignes diagonales, était incroyablement populaire pour les vêtements de laine parce qu'elle créait un tissu à la fois solide et flexible. Des motifs plus complexes nécessitaient plusieurs cadres et une planification soigneuse.
Le sergé losanger, l'arête de poisson et des motifs géométriques complexes étaient tous dans la gamme de compétences d'un maître tisserand de guilde. Ces motifs n'étaient pas seulement décoratifs, ils servaient des objectifs fonctionnels. Le sergé drape mieux que l'armure toile. Certains motifs sont plus résistants à la déchirure. Les tisserands médiévaux comprenaient ces propriétés intimement. Et c'est ici que nous confrontons la qualité que l'industrie moderne craint vraiment. Un métier à tisser industriel fonctionne à une vitesse incroyable mais nécessite un fil parfaitement uniforme. Notre fil filé à la main, avec ses variations subtiles, serait un cauchemar pour une machine moderne. Il frapperait une section plus épaisse et le fil casserait, arrêtant la production. Mais un tisserand à la main développe une relation avec ses matériaux. Il peut sentir quand le fil de trame est légèrement plus épais et instinctivement le battre plus doucement. Quand il rencontre un endroit mince, il ajuste la tension. Cette adaptation constante et subtile est une conversation entre artisans et matériaux. Cela crée un tissu avec des qualités qui ne peuvent pas être reproduites par les machines. Un toucher naturel, des variations de texture subtiles et une résilience qui vient de la réactivité humaine. Ce n'est pas la perfection au sens moderne, c'est quelque chose de mieux. C'est l'harmonie. Les couleurs de la terre. Notre tissu sort du métier d'un blanc crémeux naturel, la couleur de la laine propre. Mais pour le transformer en textile vibrant qui remplissait l'Europe médiévale, nous devons entrer dans l'un des ateliers les plus secrets et qualifiés de l'époque, l'établissement du teinturier. La teinture au haut Moyen-Âge n'était pas un travail désinvolte, c'était un métier de guilde étroitement gardé avec des secrets transmis de génération en génération. Ces artisans étaient les alchimistes du monde textile et leurs connaissances pouvaient faire ou défaire des économies régionales entières. La fondation de leur artisanat reposait sur 3 colorants primaires qui dominaient la teinture européenne, la gaude pour le jaune, la racine de garance pour le rouge et la guède pour le bleu. Mais simplement faire bouillir le tissu avec des matières végétales produit rarement une couleur durable. Cela nous amène au premier grand secret du teinturier, le mordant. Un mordant, typiquement un sel métallique comme la lin, agit comme un pont qui lie chimiquement la teinture à la fibre. Différents mordants avec la même teinture pouvaient produire des couleurs dramatiquement différentes. Le fer créait des tons plus sombres et plus sourds, le cuivre produisait des verts. Examinons le rouge en utilisant la racine de garance, qui était cultivée extensivement dans des régions comme la Flandre et l'Alsace. Les composés colorés sont concentrés dans les racines qui étaient récoltées après 3 ans de croissance, séchées et moulues, mais le contrôle de la température était absolument critique. Si le bain de teinture devenait trop chaud, le beau rouge passerait à un brun terne et boueux. Les maîtres teinturiers apprenaient à maintenir un frémissement doux pendant des heures, coaxant les cramoisis et écarlates les plus pures. Le rouge le plus précieux ne venait pas de la Garance, mais des insectes cochenilles, importés à un coût énorme d'Espagne après la conquête des Amériques. Mais pendant notre période du Haut Moyen-Âge, la Garance était la source des plus beaux rouges européens. Le bleu présentait un défi entièrement différent. La source était la guède, cultivée à travers le nord de l'Europe, mais particulièrement prisée des régions comme Toulouse et la Thuringe. Le processus semblait de l'alchimie pure aux étrangers. Les feuilles de guède contiennent des précurseurs d'indigo, mais l'indigo n'est pas soluble dans l'eau dans son état naturel. Les teinturiers à la guède médiévaux ont développé un processus de fermentation complexe. Ils écrasaient les feuilles fraîches en boules, les séchaient, puis les cassaient et ajoutaient de l'eau pour commencer la fermentation. Le mélange était maintenu chaud et occasionnellement remué, produisant une forte odeur d'ammoniac qui pouvait être détectée depuis les rues. Après des jours de soins attentifs, la cuve subirait une transformation chimique. L'indigo insoluble deviendrait soluble et apparaîtrait comme un liquide jaunâtre vert. Quand le tissu était trempé dans cette mixture mystérieuse, il émergerait jaune-vert pâle. Mais en frappant l'oxygène dans l'air, la magie arrivait, le tissu passerait lentement du vert, s'approfondissant en bleu riche et permanent. Ce processus était si complexe et précieux que les marchands de guède devinrent certaines des personnes les plus riches de l'Europe médiévale. Le bleu qu'ils produisaient n'était pas seulement une couleur, c'était un symbole de prospérité et de maîtrise technique, secret d'imperméabilisation médiévaux. Mais la couleur n'était pas la seule façon dont les artisans médiévaux transformaient leurs textiles. Dans un monde sans synthétique moderne, rester sec n'était pas seulement une question de confort. C'était littéralement une question de survie. Et ici, les artisans médiévaux ont développé des techniques que les compagnies d'équipements de plein air modernes commencent seulement à comprendre. La fondation de l'imperméabilisation médiévale résidait dans une substance que chaque berger connaissait intimement,
la lanoline. Ce composé cireux, légèrement graisseux, est la protection naturelle du mouton contre le temps. C'est ce qui maintient la laine sèche même sous une pluie battante. Mais les artisans médiévaux ont découvert qu'ils pouvaient concentrer et redistribuer cette imperméabilisation naturelle à travers le tissu fini. Le processus nécessitait une connaissance précise et un timing. La lanoline fraîche était rendue à partir de toisons brutes par chauffage lent, produisant une substance collante, jaune pâle. Mais la lanoline pure était trop molle et se laverait rapidement. Les artisans médiévaux apprenaient à la mélanger avec d'autres matériaux naturels, résine de pine pour la durabilité, cire d'abeille pour la stabilité et parfois même des graisses animales rendues. Mais la méthode d'application était cruciale. Le tissu devait être chaud mais pas trop, car une chaleur excessive endommagerait les fibres de laine. Les artisans travaillaient le mélange de lanoline dans le tissu à la main, assurant une distribution égale. Le tissu traité était ensuite étiré et laissé à durcir, souvent pendant plusieurs jours. Les résultats étaient remarquables. Un manteau de laine correctement traité pouvait repousser la pluie pendant des heures tout en restant respirant. Contrairement aux revêtements imperméables modernes qui créent une barrière imperméable, la laine traitée à la lanoline maintenait sa capacité naturelle à réguler la température et l'humidité. Cela signifiait que le porteur restait sec à la fois de l'humidité externe et de la condensation interne. Ce n'était pas seulement de la connaissance théorique. Les bergers, marins et voyageurs médiévaux dépendaient de ces techniques pour survivre. Les voiles des navires étaient traitées avec des mélanges similaires pour résister aux tempêtes océaniques. Les voyageurs de montagne portaient des manteaux qui pouvaient signifier la différence entre la vie et la mort lors de changements météorologiques soudains. Demain, je sortirai une vidéo détaillée montrant exactement comment extraire et préparer la lanoline en utilisant des méthodes qui n'ont pas changé en 800 ans. Nous couvrirons aussi les techniques de collecte et de traitement de résine de pin que chaque survivaliste médiéval aurait connues. Si vous voulez voir ces compétences pratiques en action, assurez-vous de regarder cette vidéo. La connaissance de l'imperméabilisation naturelle représente quelque chose que l'industrie moderne a largement abandonné, travailler avec les matériaux plutôt que contre eux. Où l'équipement moderne crée des barrières, les techniques médiévales créaient une harmonie entre les fibres naturelles et la protection naturelle. La touche finale, le tissu est tissé, teint et imperméabilisé. Vous pourriez penser que notre textile médiéval est complet. Mais il y avait encore des étapes cruciales qui séparaient le tissu brut du tissu fini. Ces processus, connus collectivement sous le nom de finissage, pouvaient doubler ou tripler la valeur du textile. Pour le tissu de laine, l'étape la plus transformatrice était le foulage. Frais du métier, notre tissu est relativement lâche et ouvert. Le foulage était le processus de rétrécissement contrôlé qui créait le tissu dense et résistant aux intempéries dont dépendaient les gens médiévaux. Dans sa forme la plus ancienne, le foulage était fait par les pieds humains. Les ouvriers piétinaient le tissu dans des cuves en bois remplies d'eau tiède et de solutions alcalines. Bien que l'urine soit parfois utilisée en raison de son contenu en ammoniac, plus communément les foulons utilisaient des solutions faites de cendres de bois ou de potasse importées. Cette combinaison d'humidité, d'alcalinité et d'agitation causait l'imbrication et l'emmêlement des écailles microscopiques sur les fibres de laine. Au XIIIe siècle, de nombreuses régions avaient développé des moulins à foulons alimentés par l'eau. Ceux-ci utilisaient des marteaux en bois massif alimentés par des roues hydrauliques pour battre le tissu rythmiquement pendant des heures. Le son des moulins à foulons devint la bande sonore des villes drapières médiévales. Pendant que le tissu était battu, il rétrécissait dramatiquement, parfois de moitié dans chaque direction. Mais il devenait beaucoup plus dense, plus épais et naturellement résistant à l'eau. La transformation était remarquable. Un tissage lâche et ouvert devenait un tissu serré, presque comme du feutre. Après le foulage, le tissu était étiré sur de grands cadres en bois appelés rames, tenus par des crochets métalliques pointus le long des bords. C'est exactement de là que nous obtenons l'expression « sur des charbons ardents », se référant à être dans un état de tension et d'incertitude. Pour les plus beaux tissus, il y avait des étapes supplémentaires. La surface pouvait être brossée avec les têtes séchées de plantes cardaires pour lever un poil doux. Ce poil était ensuite soigneusement tondu à une longueur égale avec d'énormes cisailles de fer qui nécessitaient 2 personnes pour fonctionner. Certains tissus de luxe passaient par ce processus plusieurs fois, créant des surfaces aussi lisses et lustrées que le velours. Chaque étape de finissage était un métier spécialisé avec sa propre guilde, ses propres secrets et ses propres normes.
La progression du tissu brut au textile fini représentait une chaîne d'artisanat qui ajoutait une immense valeur et fonctionnalité. Elle démontre un engagement envers la performance et la beauté du tissu que la mode rapide moderne a largement abandonné. Conclusion, l'héritage vivant. Et donc, après des semaines de travail intensif, d'une poignée de toisons brutes à travers le rythme ancien du fuseau, passant par la géométrie précise du métier à tisser, dans les transformations alchimiques de la teinture et des traitements d'imperméabilisation, et à travers la métamorphose finale du foulage, le voici. Un morceau de tissu médiéval. À première vue, vous pourriez penser que c'est simplement du tissu. Mais tenez-le, et vous comprenez immédiatement ce que nous avons perdu. Il a de la substance, un poids et une densité qui semblent permanents. La surface, teinte avec de la racine de garance, n'est pas plate ou uniforme. C'est un paysage vivant de rouge profond et de nuances orange subtiles qui changent avec la lumière. Le traitement d'imperméabilisation lui a donné un toucher subtil, une sensation légèrement cireuse qui parle de protection contre les éléments. Regardez de près, et vous pouvez encore voir le fantôme de la main du fileur dans la variation douce du fil. Ce ne sont pas des défauts, c'est la signature du savoir-faire humain et l'histoire de la création du tissu. La vraie révélation n'est pas une technique unique que nous avons démontrée aujourd'hui, c'est toute la philosophie derrière la production textile médiévale. Chaque étape impliquait le jugement humain, le savoir-faire et l'adaptation. Chaque décision était prise par quelqu'un qui comprenait ces matériaux intimement et pouvait répondre à leurs caractéristiques uniques. Alors, quelle est la technique textile médiévale que l'industrie moderne craint le plus? Ce n'est pas l'imperméabilisation ou le filage à la main ou les teintures naturelles, bien que toutes ces techniques représentent des connaissances perdues. La technique qui terrorise vraiment la production moderne est l'intégration du savoir-faire humain, de la patience et de la connaissance intime des matériaux dans chaque étape de la création. La production textile industrielle moderne est construite sur la vitesse, l'uniformité et l'élimination des variables humaines. La production médiévale embrassait ces variables, les transformant en force. Où la fabrication moderne voit l'incohérence comme un défaut à éliminer, les artisans médiévaux la voyaient comme un caractère à célébrer. Cette philosophie crée des textiles qui ne sont pas seulement des objets fonctionnels, mais des artefacts avec une âme. Ils racontent l'histoire de leur création à travers des variations subtiles de texture, couleurs et sensations. Ils sont construits non pas pour une saison, mais pour des générations. Ils représentent une relation entre le fabricant et le matériau que les processus industriels évitent délibérément. Dans notre monde moderne d'obsolescence programmée et de biens jetables, cette approche médiévale représente quelque chose de vraiment radical. L'idée que les choses devraient être faites pour durer, que l'artisanat compte et que l'élément humain dans la création n'est pas un bug à corriger, mais une caractéristique à célébrer. C'est le secret perdu qu'aucune quantité d'automatisation ou d'avancement technologique ne peut reproduire, la valeur irremplaçable du savoir-faire humain, de la patience et de la connaissance intime travaillant en harmonie avec les matériaux naturels. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage dans l'artisanat médiéval. Si vous avez trouvé cette exploration précieuse, veuillez vous abonner et faites-moi savoir dans les commentaires quelles autres techniques perdues vous aimeriez voir ramenées à la vie. La connaissance est encore là, attendant d'être redécouverte.